Direct sur LCI, voici les titres à la une ce matin. D'abord, la riposte du gouvernement à la flambée des prix. Il dévoile aujourd'hui son projet de loi pour le pouvoir d'achat. 25 milliards d'euros au total pour aider les Français. On va vous parler du détail des mesures, du calendrier, mais aussi de cette indemnité carburant travailleur. Elle sera mise en place au 1er octobre. Dans l'actualité également ce matin, travailler plus, comprendre plus longtemps, plus progressivement. On vous dit aussi comment Elisabeth Borne veut réformer les retraites, ce qu'en pensent les oppositions et ce que ça va changer pour vous. Et puis, should he stay or should he go? Les avis sont partagés, mais Boris Johnson n'a jamais été aussi proche de la sortie. On va vous expliquer pourquoi et ce que ça change pour le Premier ministre britannique, la Grande-Bretagne et l'Europe. Réaction d'un ministre ce matin pour la première fois de l'histoire. C'est le navire qui quitte le Raz. Ambiance. Voilà, aider les Français à faire face à la hausse des prix, c'est le principal objectif du projet de loi sur le pouvoir d'achat. Il est présenté aujourd'hui par le gouvernement. Il y a de très nombreuses mesures dans ce projet de loi. On en connaît certaines, on va y revenir dans un instant. Juste avant, écoutez, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, il a confirmé ce matin un nouveau mécanisme pour faciliter l'achat de carburant à la pompe. Écoutez. On doit maintenant s'engager dans une mesure plus ciblée. Donc nous allons remplacer les 18 centimes qui progressivement d'ici la fin de l'année vont être ramenés à 16, 12, 10, on va le faire très progressivement, mais à la fin de l'année il n'y aura plus de remise carburant et dès le 1er octobre, en tout cas c'est la proposition que nous faisons, nous mettons en place cette indemnité carburant pour les travailleurs, tous ceux qui travaillent. Voilà, on va parler de tout ça évidemment avec nos invités, nos analystes en plateau. François-Xavier Pietri pour l'économie, Frédéric Delpech pour la politique, Maurice Safran, éditorialiste à Challenge, Françoise Degois, éditorialiste politique, Marion Pariset, secrétaire générale du Centre de réflexion Le Millénaire. Merci à tous d'être avec nous ce matin. Avant de vous entendre, Nivine Potros, évidemment, on va parler des mesures que l'on connaît déjà, parmi lesquelles cette mesure annoncée hier soir par Elisabeth Borne sur TF1. Alors effectivement. Et voilà donc pour cette mesure annoncée hier sur TF1, on va rembobiner Nivine. Quelles sont les principales mesures que l'on connaît ? Alors effectivement, il y a cette nouveauté, ou en tout cas cette confirmation, la mise en place d'un chèque alimentaire, un chèque alimentation même de 100 €, 50 € supplémentaires par enfant à charge. 9 millions de foyers sont concernés et cette aide, elle devrait être versée dès le mois de septembre. Autre coup de pouce, une revalorisation de plusieurs prestations sociales, plus 4% pour le RSA, la prime d'activité ou encore l'allocation adulte handicapé. Le gouvernement a également confirmé bien que les retraites allaient augmenter de 4%, tout comme le salaire des fonctionnaires, plus 3,5% d'augmentation. Enfin, la redevance sera bel et bien supprimée. La prime Macron devrait tripler. Le bouclier tarifaire sur l'énergie, notamment sur le prix du gaz et de l'électricité, reste en place. Et puis, autre nouveauté, cette fois, eh bien, ça concerne les loyers pour aider les Français à mieux se loger. Les APL vont être revalorisées de 3,5%. La hausse des loyers, elle, sera plafonnée à 3,5% également. En matière d'annonce, qu'est-ce qu'il reste à préciser ? Alors, le gouvernement a déjà confirmé que la remise de 18 centimes d'euros par litre de carburant sera bel ou bien prolongée jusqu'à la fin du mois d'août. Mais Bruno Le Maire a dévoilé ce matin ce à quoi pourrait ressembler l'après-remise de 18 centimes. Il s'agira d'une indemnité carburant travailleur à destination de tous les salariés, de tous les alternants qui sont obligés de prendre la voiture pour aller au travail. Plusieurs zones d'ombre pour l'instant. Son montant, puisque pour l'instant, on ne sait pas de combien va être cette aide. Les bénéficiaires, alors il y aura des conditions de revenus, mais on ne connaît pas encore parfaitement les plafonds. En revanche, on sait désormais que cette aide, elle sera versée à partir du 1er octobre. Et pour en bénéficier, il faudra faire une déclaration sur le site de la Direction générale des finances publiques. Bruno Le Maire a déjà précisé que ça devrait concerner plusieurs millions de Français. Et tout cela, Nivine, ça va coûter combien ? Ça va coûter très cher, 25 milliards d'euros précisément. Il faut ajouter 25 milliards d'euros déjà dépensés depuis l'automne. Ça fait donc 50 milliards d'euros en faveur du pouvoir d'achat. La question évidemment est de savoir comment on va financer ce coup de pouce de 50 milliards d'euros. Emmanuel Macron a déjà précisé qu'il n'y aurait pas de hausse d'impôts, que la dette n'allait pas être augmentée non plus, sans préciser évidemment comment
tout ça allait être mis en place plus précisément. Eh bien, on va en discuter maintenant, Nivine. Merci pour toutes ces précisions. C'est un peu le retour de l'argent magique, en quelque sorte. Mais la question qui se pose d'abord ce matin, c'est est-ce que toutes ces mesures vont pouvoir redonner du pouvoir d'achat aux Français ? Oui, en partie. On l'a vu par exemple sur... on l'a vu par exemple sur... comment dire le bouclier tarifaire sur les prix de l'énergie, ça a permis une inflation moins élevée chez nous qu'elle l'a été ailleurs. Donc c'est du pouvoir d'achat redonné aux Français, forcément. Le danger de ces mesures, quand on voit le détail, c'est qu'elles ciblent, et c'est très bien, les personnes qui ont les revenus les plus modestes. En revanche, il y a une vraie question sur la classe moyenne. Il y a une vraie question sur les personnes qui sont en dehors, j'allais dire, du spectre des personnes aidées, où là, il va se poser un vrai problème. Les augmentations de salaire, par exemple, ça, c'est un sujet, mais c'est évidemment pas décidé par le gouvernement. On a vu là l'augmentation pour les fonctionnaires. En revanche, il n'y a rien, par exemple, sur le SMIC, sur ce genre de choses, qui pourrait être un indicateur sur les salaires. Donc, oui, il va y avoir des gains de pouvoir d'achat. Ils ne sont pas non plus gigantesques, mais en même temps, le gouvernement ne peut pas courir indéfiniment contre l'inflation. Ça n'est pas possible. Au bout d'un moment, vous ne pouvez pas... On est déjà à 50 milliards de dépenses. 50 milliards de dépenses, c'est absolument inimaginable. Enfin, c'est énorme comme montant. Donc on ne peut pas indéfiniment se substituer, en quelque sorte, à ce que produit l'inflation, à ce que produit l'économie. Donc tout cela repose sur le pari que cette crise actuelle, cette hausse des prix est ponctuelle et qu'elle se calmera dans les mois qui viennent, peut-être en début d'année prochaine. Françoise Degois, sur ces annonces, est-ce que c'est la bonne méthode d'abord d'aider les Français comme cela ? Et moi déjà, chaque fois qu'on peut redonner un peu d'argent aux gens qui en ont moins, je ne vais pas... cracher dessus, c'est complètement évident. Mais là, ça va être la première discussion parlementaire, puisqu'on fait de la politique. Il y a l'économie, mais surtout, tout est politique. Donc, ça va être vraiment la première discussion parlementaire, vraiment le premier texte sur lequel on va voir le travail des oppositions. Parce qu'au-delà de la caricature de la gauche qui tape ses pupitres et du Rassemblement national qui est très sage, la réalité, c'est que le travail commence maintenant. Il y a des propositions au niveau de la NUPS qui sont très importantes. Il y en a aussi au niveau des Républicains, vraiment... sur le blocage des prix. Il y en a également du côté du Rassemblement national. On va voir quelle est la capacité d'Elisabeth Borne, au-delà de son discours hier, ni raté ni réussi, mais à sa décharge, si vous voulez. On n'a jamais vu un discours de politique générale qui nous réveille la nuit et qui nous fait grimper au cocotier. Il faut quand même être... C'était dans l'après-midi en plus, donc pas honnête. Voilà, non mais soyons clairs. Enfin, je veux dire, c'est jamais un exercice affriolant. Mais on va voir, là, le travail parlementaire commence. Est-ce que je trouve que François-Xavier dit une très bonne chose sur... voilà, cette classe moyenne, c'est-à-dire les gens qui gagnent trop pour avoir quelque chose, mais pas assez pour vivre. Et donc, tout le travail d'amendement, on passe vraiment maintenant au concret. Est-ce qu'Elisabeth Borne est capable, elle n'a cessé de nous agonir avec le mot compromis hier, est-ce qu'elle peut faire des compromis ? Alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous allez entendre François Ruffin et Marine Le Pen qui se sont exprimés sur ces questions ce matin. Alors, vous allez le voir, les deux n'ont pas le même avis, mais ça va servir, ou ça peut servir en tout cas l'intérêt, c'est presque un paradoxe, de la majorité. Écoutez. Il faut voir deux choses. C'est que d'une part, là on a affaire à une inflation qui est structurelle. Elle n'est pas conjoncturelle. On l'a pour des années. Et or, ce que nous propose le gouvernement, ce sont des mesures d'urgence qui sont toujours conjoncturelles et c'est un chèque après l'autre. Est-ce que les Français veulent vivre d'aumône ? Est-ce qu'on veut vivre d'obol ? Est-ce qu'on veut vivre d'aide publique ? Est-ce qu'on veut vivre de petits bons qu'on nous remet ? À la fin, qu'est-ce qu'on fait ? On remet un chèque de 100 € sur l'essence et puis on vous dit que vous allez avoir un bon alimentaire. Moi, je vous dis simplement, ma philosophie, elle est simple. Les gens qui travaillent doivent vivre de leur travail. Mais par exemple, on a un texte qui arrive sur le pouvoir d'achat qui est fondamental, qui est attendu par les Français avec impatience, attendu par les retraités pour la revalorisation et l'indexation de leurs retraites, attendu par les fonctionnaires, attendu pour le prix du carburant, le prix de l'alimentation. Je veux que ce texte puisse être voté. Il sera très certainement imparfait, car ce n'est pas nous qui l'avons construit. Nous allons nous battre pour que les décisions qui soient prises et qui soient votées soient les meilleures pour les Français. Mais c'est urgent. Voilà, ce qui interpelle ce matin, c'est peut-être plus la réaction de Marine Le Pen qui surprend que celle de la France insoumise.
Oui, clairement. On a Marine Le Pen qui dit ce matin qu'elle votera le texte du gouvernement sur le pouvoir d'achat. Et ça, c'est un fait politique. Alors, c'est à double tranchant pour le gouvernement. D'abord, c'est bien pour Elisabeth Borne parce que c'est une première illustration de cette culture du compromis qu'elle veut mettre en place à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire une majorité texte par texte. Là, il semble, avec l'apport, en tout cas si ça se confirme, du Rassemblement national, elle fait passer son texte, puisque 90 quasiment députés Rassemblement national plus cette majorité relative, ça passe. Mais en même temps, elle se met dans la main du Rassemblement national, avec qui elle disait qu'elle ne voulait pas forcément travailler. Donc la situation va être assez intéressante en tout cas. Mais ce qui est certain, c'est que pour Elisabeth Borne, le choix de faire passer d'abord le texte pouvoir d'achat dans le calendrier parlementaire, ça tombe plutôt bien. Ça va être difficile pour la NUP de s'y opposer. On a quand même entendu entre les lignes François Ruffin dire c'est pas suffisant, il faut des mesures plus pérennes, mais il n'a pas dit qu'il voterait contre. On va plutôt s'acheminer sans doute vers une abstention à minima. Et donc, pour Elisabeth Borne, ça s'annonce mieux que prévu, ce premier texte pouvoir d'achat, parce que ça va peut-être lui permettre d'obtenir une majorité sur son texte et donc d'illustrer cette culture du compromis qu'elle veut mettre en place. Pour le reste, après, les textes suivants, ça sera sans doute beaucoup plus difficile. Le style et la façon de faire, ça compte aussi. Donc, la manière dont la NUP et en particulier les élus de LFI se sont opposés hier dans la façon de faire, ça montre aussi quelque chose. Je n'ai pas dit que c'était grave, je dis simplement que ça montre une façon d'être et une façon de faire. Maintenant, ce texte sur le pouvoir d'achat va être très intéressant de ce point de vue-là. Comment les gauches vont faire? C'est ça la vraie question aujourd'hui. C'est qu'il y a un piège aujourd'hui qui est un piège juste pour ce projet de loi, qui est refermé sur les gauches. Est-ce qu'elles peuvent dire non? Sérieusement, est-ce qu'un social-démocrate, est-ce qu'un élu du PS peut dire non à la liste de propositions? Mais ça serait... Pour les électeurs sociaux-démocrates, c'est inconcevable qu'ils disent non. Donc on est dans une situation très particulière quand même. Quand on regarde les propositions, il y en a pour tout le monde. C'est quand même assez ciblé. Je veux dire, le chèque alimentation, c'est pour tout le monde. La prime carburant, c'est pour les travailleurs. Les minima sociaux, RSA, prime d'activité. Les retraités sont servis. Les fonctionnaires sont servis. En gros, tous les champs politiques, j'allais dire, ou en tout cas sur lesquels, par exemple, la NUP peut se reconnaître, sont ouverts et sont traités entre guillemets. Entre guillemets, bon, moi, pour être en relation avec les élus et sociaux-démocrates, en l'état actuel, ce texte n'est pas votable. C'est normal. Non, mais il n'est pas votable dans le sens où il va falloir l'amender. Écoutez, on ne peut pas dire je fais une culture de compromis. Voilà, merci Maurice. On ne peut pas dire je fais. Ne veut pas dire s'aligner sur les propositions des LFI. Non, mais ni sur les propositions du PS, parce que le PS a des propositions. Il faut arrêter de penser déjà que là. Je vais juste dire, il faut arrêter de penser, parce que depuis des jours que la NUPS va se fracasser, elle ne se fracasse pas. Et il faut arrêter de penser que la NUPS, ça n'est que LFI. Il y a un intergroupe, et croyez-moi, dans l'intergroupe, les socialistes et les Verts travaillent autant, et les communistes, que la France insoumise. Donc ça, c'est le premier point. La question est, on ne peut pas politiquement dire « j'appelle au compromis » et après dire... Moi, je pense que, vous voulez mon point de vue, je pense que Marine Le Pen fait une erreur politique. Contrairement à tout ce qui est dit, je pense que Marine Le Pen... en bonne élève de ce gouvernement, montrant qu'elle est responsable, en disant tout de go, et je suis d'accord avec Frédéric, je vais le voter à quelqu'un, je pense que c'est bien, parce que je pense que son électorat n'a pas voté pour ça. Marion Pariset, on ne vous a pas entendu sur cette question. Est-ce que c'est un piège politique, ce texte du pouvoir d'achat? Est-ce qu'il enchaîne les oppositions, ou est-ce qu'au contraire, il affaiblit le gouvernement? Je pense qu'on est plutôt sur la politique, le choix vraiment stratégique de trouver des sujets de consensus de compromis voilà. Et qui sont le plus susceptibles de faire consensus. C'était déjà un peu la question avec le texte sur l'IVG avant le changement de gouvernement. C'était déjà le cas. C'était choisir des thématiques où il est très difficile pour les oppositions d'aller assumer une position radicale vis-à-vis de ces textes sans se mettre en porte-à-faux avec leur propre électorat. Et dans ce sens-là, ils jouent très bien. Et c'est là où ça va être compliqué, ça va être toute la suite, c'est comment ça va être financé, comment on va parler de la réforme des retraites, puisque c'était un des sujets qu'elle a évoqué hier et qui a amené le plus de brouhaha. Oui, en effet, je crois que c'est la première interruption qu'elle a eue. Mais c'est ces questions sur la durabilité de ces mesures. Au final,
on est vraiment sur des mesures de court terme. Mais derrière, on a une politique, comme ça a été précisé, qui ne veut pas augmenter les impôts, qui prévoit de réduire le déficit. Or, aujourd'hui, si on veut réduire le déficit et le ramener en dessous de 3%, ça implique 80 milliards d'économies d'ici la fin du quinquennat. Donc 80 milliards d'économies, quand on rajoute aujourd'hui 25 milliards en aide immédiate pour le pouvoir d'achat, il va y avoir un équilibrage. Juste un bémol sur l'IVG, merci. Il faut quand même préciser que d'un seul coup, Elisabeth Borne et la majorité se retrouvent merveilleusement sur ce texte qui a été refusé au Parti socialiste en 2019 et en 2020. Idem pour la déconjugalisation des aides aux adultes handicapés, qu'ils les reprennent alors quand qu'ils aient fait leur révolution humaine. Il n'y a que je suis d'accord. Les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Moi, j'attends de voir qu'est-ce que c'est la culture du compromis. Frédéric François-Xavier. Oui, ce qu'il faut quand même préciser sur cette question du pouvoir d'achat, c'est que effectivement, là, on voit les mesures qui sont mises sur la table. Sur le débat parlementaire, puisqu'on parle de ça aujourd'hui, avec oui ou non les oppositions vont-ils voter, il faut préciser à ceux qui nous écoutent qu'en fait, c'est une boîte, il y a deux textes. Il y a le texte des mesures qui viennent d'être égrenées, et puis il y a le texte du financement, c'est-à-dire le projet de loi de finances rectificative qui arrivera 2 jours après. D'ailleurs, le 18, c'est les mesures, et le 20, c'est le financement. Et là, c'est pas tout à fait... Autant les mesures, ça devrait à peu près passer, parce qu'on l'a entendu, Marine Le Pen dit, bon, bah oui, globalement, François Ruffin, bon, il va avoir du mal à dire non à des mesures concrètes pour le pouvoir d'achat. Mais après, il y a le financement, et là, c'est là où les amendements vont pleuvoir, c'est dans le projet de loi financement. LFI va vouloir taxer davantage les plus hauts revenus, et donc va mettre des amendements, une pluie d'amendements sur la taxation des hauts revenus dans ce projet de loi du financement. Et puis la droite, elle, va vouloir financer différemment, le Rassemblement national également. Donc là, ça risque d'être un peu plus chahuté sur ce deuxième texte. Donc en fait, c'est une sorte de boîte, et on va avoir une semaine de débats parlementaires à partir du 18 juillet qui vont être assez mouvementés. Mais sur le fond des mesures, je suis d'accord avec vous, vis-à-vis de l'électorat, d'ailleurs de tous les partis politiques sur l'échiquier, ça sera difficile de dire, non, on refuse de donner un chèque de 100 € aux Français les plus en difficulté. C'est impossible. Le sujet, c'est est-ce qu'on a... François-Xavier, après j'aimerais vous montrer une séquence qu'on puisse réagir. Juste, non, moi j'ai fait le calcul de ce qui a été annoncé hier, parce qu'à un moment donné, il faut faire les comptes. La calculette. Voilà, j'ai sorti ma calculette. C'est le réel. Les 25 milliards sur le pouvoir d'achat. Mais à ça, il faut ajouter la fin de la redevance audiovisuelle, 3 milliards. Il faut ajouter la nationalisation d'EDF, 5 à 7 milliards. Il faut ajouter la baisse des impôts de production pour les entreprises, 8 milliards. Rien que ces annonces d'hier, on a 43 milliards. Et alors, je suis obligé de vous interrompre parce qu'il est 10h19 et on l'apprend à l'instant. Selon les informations de la BBC, Boris Johnson serait donc sur le point de démissionner. Il va en tout cas quitter la tête du Parti conservateur dans la journée. C'est ce que donne la BBC également. Voici des images en direct qui nous parviennent de Londres. C'est un véritable séisme politique qui est en train de se dérouler en Grande-Bretagne. Il faut dire que depuis quelques jours, les appels à la démission se multiplient. Encore ce matin, ce sont 2 ministres, tenez-vous bien, 2 ministres qui ont été nommés mardi, il y a 48 heures, et qui appelle le Premier ministre à quitter son poste. Voilà, ça c'est le 10 Downing Street, c'est à Londres, c'est la résidence de Boris Johnson. Un ministre aurait eu ces mots, il est rapporté, ces mots sont rapportés sur les réseaux sociaux. Pour la première fois de l'histoire, c'est le navire qui quitte le Raz. Comprenez, des dizaines de ministres, de secrétaires d'État qui ont décidé de démissionner ces dernières 48 heures. Élise Stern, vous êtes à Londres et les choses semblent s'accélérer. Oui, exactement. Cette information vient d'arriver. Elle est relayée par toute la presse britannique. Boris Johnson aurait bien accepté de démissionner et il aurait confié à la personne parmi les conservateurs qui est responsable d'organiser les élections et de gérer la vie parlementaire au Royaume-Uni, qu'il allait bien transmettre sa démission. Alors vous l'avez dit, c'est vraiment une série de démissions dans son propre gouvernement et d'appels à démissionner qui l'ont conduit au pied du mur, alors qu'hier encore, il affirmait qu'il n'avait pas l'intention de démissionner. Selon les informations de la presse britannique, son successeur pourrait être nommé au mois d'octobre lors d'une conférence du Parti conservateur. Il faudra donc trouver quelqu'un pour assurer l'intérim.
Merci Élise, et vous restez avec nous. On va vous retrouver évidemment tout au long de la matinée pour suivre ces annonces donc, du Premier ministre britannique Boris Johnson qui serait sur le point d'annoncer officiellement sa démission. Il va quitter la tête du Parti conservateur dans la journée, c'est ce qu'affirme la BBC, le principal média britannique, média d'État évidemment, média public en tout cas. C'est un séisme qui est en train de se dérouler, mais on s'y attendait malgré tout. C'est un putsch qui est en train de réussir en fait, parce que ça devenait complètement intenable pour Boris Johnson. Il faut bien voir ces images du 10 Downing Street. Depuis hier, toutes les chaînes de télévision, tous les journalistes ont les yeux braqués sur cette porte et font le décompte, mais minute après minute, des démissions. Sur Sky News, ça s'inscrit en haut à gauche de votre écran et on vous dit donc minute par minute le nombre de ministres qui démissionnent. Hier soir, on était aux alentours de 35. Ce matin, on était déjà passé à 48. Maintenant, c'est plus de 50. Alors, oui, alors c'est un gouvernement élargi, c'est-à-dire c'est 120. Enfin, c'est ministre, secrétaire d'État, sous-secrétaire d'État, voilà. Donc tout ça s'enchaîne, mais donc on est à plus d'une cinquantaine de démissions. Donc ça, c'est ce qui est en train de se passer, Magali. Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est comment on en est arrivé là. Qu'est-ce qui a provoqué cette bronca? On entend dire depuis des mois, des années, que cet homme, Boris Johnson, est insubmersible. À chaque fois, il est donné partant. À chaque fois, il réussit de manière quasi miraculeuse à se remettre en selle. Cette fois-ci, c'est peut-être la fois de trop. Oui, parce qu'il y a des scandales à répétition, en effet, depuis 1 an et demi. À chaque fois, il s'en est sorti. Les scandales les plus monumentaux, ce sont les scandales, évidemment, des fêtes en plein confinement, au 10 Downing Street. Et des fêtes qu'il a niées. Il a nié y avoir participé. Et puis, des photos sont sorties dans la presse de lui en train de boire un verre, alors que le pays était en train d'appliquer, sous ses ordres, un confinement extrêmement strict. Il a été obligé même de payer une amende, Boris Johnson. Mais il s'en est sorti. Parce que c'est vrai que c'est un animal politique qui a un nombre de vies qui est absolument incalculable. Là, il y a eu une goutte d'eau. Une goutte d'eau, c'était il y a quelques jours. C'est un député, même un ministre qui avait été nommé par Boris Johnson, qui a été accusé de harcèlement sexuel sur des hommes. Boris Johnson a nié avoir été au courant de ces questions de harcèlement et il a été obligé de rétropédaler pour dire qu'en fait, oui, il était bien au courant. Et ce sont ces mensonges que paye aujourd'hui Boris Johnson, une espèce de lien très lâche avec la vérité et ses allers-retours permanents. Depuis qu'il est journaliste d'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'on lui reproche. Ce que j'allais vous dire, c'est que les inventés, les infos. Quand on suit la carrière de Boris Johnson, c'est une carrière inouïe, hein, c'est un personnage inouï. C'est un roman, c'est pas une carrière. C'est un roman. Oui. La caractéristique numéro 1 de Boris Johnson, c'est le mensonge. C'est un communicant inouï. C'est quelqu'un qui sait faire de la politique, mais qui ment. Quand il était grand reporter à la Commission européenne, il a inventé des fausses informations qui allaient dans son sens. Bon. En même temps, l'homme du Brexit est celui qui, à Bruxelles, écrivait contre l'Europe. Il est plutôt pro-européen. Il ne croit pas un mot de ce qu'il a raconté depuis toutes ces années. On sait qu'il est plutôt pro-européen. Donc effectivement, c'est cette accumulation de mensonges, essentiellement sur le Covid, puis cette histoire avec la campagne du Brexit, c'est ça. Ouais. Là, tout d'un coup, trop c'est trop, et tous les ministres, y compris ceux qui ont été nommés hier et avant-hier, quittent le navire. On va parler de l'impact du Brexit avec vous, François Dubois, dans un instant. Marion Parizet, vous vouliez réagir. Ce qui est intéressant sur ce sujet-là, c'est que c'est en effet une question de scandale et pas du tout une question de politique. Et au contraire, avec le Brexit, avec sa politique et la façon dont il s'est fait élire, il a su quand même réussir à mettre à profit toute une dynamique de fond, le besoin de reprendre son destin en main, Global Britain. Il a redonné aussi une certaine confiance aux Britanniques dans une période où ils étaient en difficulté. Mais c'est des questions très personnelles et des questions, en effet, de scandale qui le font tomber. Alors, je vais vous donner toutes les dernières informations qui sont en train de nous parvenir parce que je peux vous dire que c'est en train de s'accélérer à vitesse grand V, comme disait ma mère. D'abord, sachez que Boris Johnson doit démissionner donc, dans la journée de la tête du parti conservateur. Il va aussi, apprend-on à l'instant, s'adresser
aux Britanniques. C'est ce que dit Downing Street. Les images que vous voyez en direct sur votre écran sont les images de la résidence donc, de Boris Johnson, du Premier ministre britannique, le 10 Downing Street, le 10 Downing Street. Voilà pour les toutes dernières infos. Ce que l'on sait aussi, c'est que 2 des ministres qui ont été nommés dans son équipe mardi, il y a 48 heures, ont appelé Boris Johnson à démissionner. C'est le cas notamment de la nouvelle ministre britannique de l'Éducation. Donc voilà pour l'ambiance générale. Et puis il y avait ces mots d'un ministre rapportés sur les réseaux sociaux. Je vous les redis parce qu'ils sont savoureux et ils nous disent beaucoup de l'atmosphère à Londres ce matin. Pour la première fois de l'histoire, c'est le navire qui quitte l'Europe. Françoise Degois, vous vouliez nous parler du Brexit. Oui, je rejoins ce que dit Maurice. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer Boris Johnson très longuement quand il était maire de Londres. Personnalité éblouissante, capable de réciter la colère d'Achille en grec ancien, capable de rire avec un français parfait, qu'il abîmait d'ailleurs lui-même parce que ça ne se fait pas trop de bien parler le français quand on est anglais. Un français délicieux, personnalité hors du commun, mais la duplicité a une limite. Et je rejoins absolument Maurice là-dessus. Boris Johnson a construit sa carrière de Premier ministre et sa conquête du pouvoir sur une idée à laquelle il ne croyait pas. Il ne croyait absolument pas au Brexit, il y croyait autant que je suis archevêque, c'est dire. Et en réalité, c'est la duplicité, c'est sa marque de fabrique. Et là, quand vous connaissez la politique, va evictis, c'est malheur au vaincu. La force va à la force. Chaque fois, cet animal, les Britanniques le regardaient un peu comme on regarde le funambule. On est au spectacle, il va tomber. Ah non, ça y est, il sera... Donc, une forme de fierté d'avoir ce Premier ministre à la fois populiste, menteur, mais tellement brillant. Et puis ça commence à dégringoler. Et vraiment, je pense que les fêtes, c'est la rupture. La rupture de confiance. Et ils acceptent, les Britanniques, d'avoir un Premier ministre qui donne dans la duplicité en se disant, on connaît le personnage. Là, il y a la goutte d'eau. Mais je redis que la duplicité en politique, pourquoi c'est un séisme? Parce que la réalité, si vous voulez, c'est que Boris Johnson porte aussi des aspirations d'une certaines tendances lourdes politiques qu'on retrouve en Europe et d'ailleurs qu'on retrouve également aux États-Unis, qui parlent de souverainisme, qui parlent de protectionnisme, qui parlent presque d'identité, des choses, je le redis, à laquelle il n'a jamais cru au fond. Françoise, une petite précision pour ceux qui n'ont pas tout suivi. Les fêtes dont vous parlez, ce sont des fêtes qui ont eu lieu justement dans cette résidence, non seulement pendant le Covid, mais aussi pendant le deuil de la reine. Oui. Et ça a beaucoup marqué les Britanniques. Frédéric. Oui, alors effectivement, c'est plutôt ça qui fait tomber aujourd'hui Boris Johnson, parce que Françoise nous parle du Brexit. Il faut quand même rappeler 2 choses. 1, les Britanniques ont voté dans un référendum en faveur du Brexit. Bien sûr. Il y a eu des mois, voire presque années d'atermoiement avec Theresa May qui n'arrivait pas à faire passer de manière effective le Brexit. Boris Johnson est arrivé, il a accéléré le processus et il a été à ce moment-là au sommet de sa popularité, juste après avoir acté le Brexit. Donc ne dites pas qu'il tombe à cause du Brexit. J'ai jamais dit ça. J'ai pas dit ça une seule minute. Non, pas du tout. Frédéric, ce qui est intéressant, c'est que l'homme qui a fait passer le Brexit ne croyait pas, lui, au Brexit, c'est tout. Donc voilà. Il tombe à cause de cette duplicité. Qui a dit ça? Mais personne n'a dit ça. Il tombe à cause de non, je ne l'ai jamais dit, pas du tout. On verra au fil du temps et de l'histoire si c'est vrai. Mais est-ce que les Britanniques ne lui ont pas fait crédit d'avoir mis en place un processus pour lequel ils avaient voté et finalement d'avoir sorti la Grande-Bretagne d'une impasse. Oui, enfin, mais pas d'une impasse économique. Non, pas d'une impasse économique. Sur le Brexit, on est quand même aujourd'hui, au moment où Theresa May n'arrivait pas, on est quand même aujourd'hui à l'heure des comptes. Quand on voit aujourd'hui la croissance britannique, elle s'est littéralement écurée. Bien sûr. On voit les problèmes d'emploi. Chacun a son avis sur le Brexit, bien sûr. Boris Johnson, en tout cas, il faut quand même reconnaître que politiquement... Mesdames, Messieurs, pardon de vous interrompre. Il est pratiquement 10h30. On va aller à Londres en direct, évidemment, nous retrouver notre correspondante sur place, Élise Stern. Élise Stern, 2 informations à retenir d'abord de ce milieu de matinée et elles sont capitales. D'abord, Boris Johnson, donc